Quelques 427 millions d'Européens étaient appelés aux urnes depuis jeudi pour élire pour 5 ans les 751 membres du Parlement. Alors hier, c'était au tour de la France, on en a parlé. Au lendemain de ce scrutin, comment décrypter les résultats, quels enseignements en tirer? Bonjour Édouard Le Cerf. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le directeur général adjoint de l'Institut de sondage BVA. Premier chiffre que les instituts de sondage n'avaient pas envisagé, le chiffre de la participation plus élevé que prévu, autour de 50,3%. Comment vous analysez déjà cette participation? Est-ce que la crise sociale qu'on a vécue ces derniers mois a poussé les Français dans les isoloirs? Alors d'abord, vous êtes un peu dur avec nous. Je suis un peu dur, oui, ça c'est bon. Non, il est un peu dur avec vous-même, parce que la dernière intention de vote qu'on publie avec Europe 1, d'ailleurs, on donne une fourchette entre 46 et 52% de participation. Parfait, en fait, non, pas parfait, parce que c'est vrai qu'on imaginait que ce serait en dessous de 50%, c'est un peu au-dessus de 50%. Il y a eu une mobilisation de dernier moment qui est évidente. Vous parliez de la crise sociale, il y a une crise sociale et écologique et environnementale, parce que lorsqu'on regardait dès le début d'année, la façon dont les Français voyaient leurs préoccupations évoluer, il y avait deux éléments qui étaient à mettre en avant. Effectivement, les éléments liés au pouvoir d'achat, et deuxièmement, une progression tout aussi importante, plus 17 points par rapport à l'année précédente, sur les événements liés à l'environnement et à l'écologie. Donc oui, ce sont deux éléments qui ont fait que, au dernier moment, un certain nombre de Français, s'est dit, finalement, je vais aller voter, je vais m'emparer de ce scrutin, que ce soit pour dire des choses au niveau national ou au niveau international, au niveau européen, et je vais aller voter pour ces deux dimensions-là, qui sont deux dimensions qui ont un peu structuré le vote d'hier soir. Alors justement, une participation qui est également élevée dans les autres pays européens, on est presque à 52% sur le plan européen. Est-ce que le message global, c'est vive l'Europe, ou au contraire, nous ne voulons pas de cette Europe-là? Alors, c'est pas si simple. C'est contrasté. Oui, non, mais vous avez raison. Les deux éléments sont sans doute à prendre en compte. Alors, la participation plus importante au niveau de l'ensemble européen, il faudra regarder pays par pays. C'est vrai que le fait que la France et l'Allemagne voient la participation progresser, vu le poids démographique de ces deux pays dans l'ensemble européen, c'est ce qui explique notamment, en partie, cette poussée-là. Mais c'est vrai que on a aujourd'hui sans doute deux motivations, qui sont deux motivations potentiellement contradictoires, mais qui ont amené un certain nombre d'électeurs aux urnes. Il y a cette motivation de « j'ai envie de dire quelque chose contre l'Europe », j'ai cette motivation, à l'inverse, chez un certain nombre d'autres électeurs, qui est plutôt aller dire « allez, on va soutenir, c'est à ce niveau-là que ça doit se passer ». Donc on le voit bien, il y a non pas une fracture au niveau de l'Europe, mais il y a deux éléments de motivation qui se retrouvent dans les urnes et qui pourtant sont poussés par deux logiques complètement différentes. Alors justement, les partis populistes et anti-européens devraient désormais occuper 25% de l'hémicycle, 20 sièges de plus qu'auparavant. C'est un tournant pour l'Europe? C'est un tournant qui était un peu attendu, parce que c'est vrai que l'élément qui était structurant, dont on disait qu'il allait structurer le plus fortement ce scrutin-là, c'était la montée des populismes. Alors c'est vrai que c'est une progression très nette. Pour autant, ce groupe-là ne sera pas majoritaire, et ce groupe va se retrouver. Et c'est vrai qu'il est composé de forces assez diverses, quand on regarde dans le détail. C'est vrai que ça va constituer un bloc qui aura une minorité, alors parfois peut-être de blocage, mais en tout cas avec une capacité à dire les choses fortement. Ça n'est pas là que va se jouer la majorité. La majorité va se jouer ailleurs, sur les autres forces politiques, peut-être plus traditionnelles. Les écolos vont aussi sans doute jouer un peu leur rôle. Mais c'est vrai que c'est une recomposition du Parlement européen. C'est pas pour autant une révolution. Demain, ce ne sont pas les partis populistes qui prennent le pouvoir en Europe. Les sondages ne se sont pas trompés sur les deux premiers. Ça, vous les avez vus parfaitement. Rassemblement national, La République en marche. En revanche, le score des écologistes est plus surprenant. 13,42%. On l'avait moins vu venir, ça, non? Oui, complètement. On l'avait moins vu venir. Comment vous l'expliquez? Alors, on va rentrer un tout petit peu 3 secondes en technique. Lorsqu'on établit les intentions de vote, on prend en compte naturellement ce que nous disent les gens et deux éléments complémentaires que sont la certitude d'aller voter, je suis sûr d'aller voter, et la certitude de leur choix. Or, à gauche, et on va inclure les écolos à gauche, mais notamment aussi chez les écologistes, il y avait une certitude de choix qui était beaucoup moins forte, qui nous poussait à être prudents. En général, ça fonctionne plutôt bien. Quand on prend cette dimension-là, on s'approche d'une réalité. Là, on l'a bien vu, 10% des Français, vous savez, disent « je me décide le dernier jour ». Or, en général, ces 10%-là sont à peu près les mêmes que ceux que l'on retrouve sur l'ensemble de l'échiquier politique. Là, sans doute que ces 10%-là ont trouvé des motivations différentes et ils ont sans doute été un petit peu différents. Une motivation de dernière minute un peu plus forte et un peu plus forte pour les écolos. Un peu moins saisissable peut-être parce que c'est les jeunes, surtout, qui ont voté pour les Verts. Est-ce que ça, on le sait? Oui, absolument. C'est vrai que lorsqu'on regarde le vote des moins de 35 ans, même des moins de 25 ans, vous vous souvenez, traditionnellement, on pense que ces derniers temps, c'était plutôt un vote en faveur du Rassemblement national. C'était aujourd'hui, il le revendiquait d'ailleurs assez fortement, un vote comme étant le premier parti de France chez les jeunes. Eh bien, cette fois-ci, parce qu'ils sont allés voter effectivement de manière sans doute plus spontanée, avec une vision sans doute plus projetée sur l'Europe, mais pas uniquement nationale, les jeunes aujourd'hui considèrent, en tout cas c'est leur élément principal de motivation, et c'est au sein de ce groupe-là, le mouvement écologiste qui obtient le plus de voix. Une claque pour les Républicains qui obtiennent le pire score de l'histoire de la droite, tombant sous la barre des 10%, 8,2. En 94, l'UMP était à près de 21%. Il n'y a pas eu d'effet Bellamy.
Non, clairement. Il y a eu un petit effet dans les sondages, mais c'est vrai qu'on l'a pas retrouvé. Non, absolument. Dans les sondages, on a vu, ils sont partis aux environs de 8%, on les a vus monter à 14%, puis redescendre autour de 11-12%. Et ils sont partis où, justement, les électeurs des Républicains? On sait où ils sont allés voter? Ah oui, ils sont partis voter pour des éléments qui les ont motivés, on va dire, avec un élément... Même à 12%, vous ne réussissez pas à motiver un électeur de droite en disant voilà, c'est important de se faire presque un témoignage, parce que c'est vrai, ou d'avoir un certain nombre de députés. Donc ils sont allés voter un peu plus dans une forme d'utilité, que ce soit pour La République En Marche, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'électeurs que l'on retrouve là aussi, et d'autres ont pu, sans doute de manière moindre, se retrouver, parce qu'avec une forme de proximité, sur la liste au Rassemblement National. Donc Bellamy, Glucksmann, les vieux partis, même avec des nouvelles têtes, n'arrivent plus à séduire. Oui, c'est vrai que c'est très compliqué. Peut-être l'élément le plus important de ce qui s'est passé hier, c'est effectivement ce duopole, la façon dont aujourd'hui la vie politique est structurée. On peut considérer que La République En Marche a un peu échoué en n'étant pas première de ce scrutin, mais Emmanuel Macron a réussi une partie de son pari en resserrant effectivement le jeu autour de ces deux forces politiques. Un tout dernier mot sur la France Insoumise, liste menée par Manon Aubry, 6,4%, c'est quand même 3 fois moins que le score réalisé par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle. Ça aussi, c'est une grande déception pour la France Insoumise. Où sont partis les électeurs? On pouvait imaginer que les Gilets jaunes, certains votaient France Insoumise, c'était un cliché, et ils n'ont pas voté pour la France Insoumise. Ce n'est pas qu'un cliché. Lorsqu'on regarde ceux qui se disent les plus proches des Gilets jaunes, eh bien, ils se répartissent d'abord sur le vote pour le Rassemblement National, un peu pour la France Insoumise. Ce sont les deux forces politiques qui ont le plus réussi à capter. En tout cas, ce ne sont pas les listes Gilets jaunes qui ont réussi ce score-là, avec des scores extrêmement faibles, en dessous de 1%, notamment pour la liste de Francis Lalanne. Merci beaucoup, Édouard Le Cerf, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de l'Institut de sondage BVA.